La liberté n'est jamais donnée, elle est défendue. La Suisse n'est pas née d'un traité administratif, mais d'un refus. Refus d'obéir à des juges lointains, refus de payer des taxes imposées par des puissances extérieures, refus de déléguer le destin collectif à des centres de décision éloignés des citoyens. Cette mémoire politique, forgée dans les vallées alpines, constitue encore aujourd'hui l'ossature mentale de la Confédération. Dans ce contexte, les débats contemporains autour de l'intégration européenne ne peuvent être réduits à des discussions techniques. Ils posent une question brutale. Une nation peut-elle rester véritablement souveraine lorsque les règles essentielles qui structurent sa société sont progressivement définies ailleurs? Le serment qui fonde une nation. La Confédération suisse repose sur un principe radical. L'union ne doit jamais devenir domination. Les cantons se sont alliés pour protéger leur liberté, non pour la dissoudre dans un pouvoir central. Cette idée simple, presque évidente, constitue pourtant une exception historique dans une Europe longtemps façonnée par les empires et les monarchies centralisatrices. Ce choix originel explique pourquoi la démocratie directe occupe aujourd'hui une place centrale dans le système politique suisse. Là où d'autres États délèguent largement les décisions à leurs élites politiques, la Suisse maintient un lien constant entre pouvoir et citoyens. Ce lien est la véritable colonne vertébrale de sa souveraineté. La souveraineté comme instinct collectif. Dans la culture politique suisse, la souveraineté n'est pas un slogan. Elle est un réflexe historique. Elle provient de siècles durant lesquels les communautés alpines ont compris qu'aucune puissance extérieure ne défendrait leurs intérêts mieux qu'elle-même. Cette expérience a créé une méfiance durable envers toute structure politique éloignant la décision du peuple. Ce réflexe ne relève ni du nationalisme ni de l'isolement. Il découle d'une observation simple. Plus le centre de décision s'éloigne du citoyen, plus la responsabilité démocratique s'affaiblit. Une démocratie qui ne décide plus réellement n'est plus qu'un décor institutionnel. L'Union européenne, la centralisation par les normes. Le projet européen se présente comme un modèle de coopération pacifique. Pourtant, son fonctionnement repose sur un mécanisme précis, l'harmonisation juridique progressive. Norme après norme, règlement après règlement, la décision politique migre vers des niveaux institutionnels toujours plus éloignés des citoyens. Ce processus n'a rien de spectaculaire. Il avance lentement, techniquement, souvent invisiblement. Mais ses effets sont réels. Les marges de décision nationales se réduisent à mesure que les cadres réglementaires, supranationaux, se multiplient. La centralisation moderne ne passe plus par les armées, elle passe par les procédures. La singularité suisse, coopérer sans se soumettre. La Suisse a choisi une voie différente. Étroitement liée économiquement à l'Europe, elle refuse cependant toute intégration institutionnelle qui placerait ses décisions fondamentales hors du contrôle direct de ses citoyens. Le système des accords bilatéraux n'est pas un compromis temporaire. Il constitue l'expression moderne d'un principe historique ancien. Collaborer sans abandonner le pouvoir de décider. Cette position n'est pas une anomalie diplomatique. Elle est la conséquence logique d'un modèle politique fondé sur la démocratie directe. Une société habituée à voter régulièrement sur ses lois accepte difficilement que ces lois soient non fixées ailleurs. Efficacité technocratique ou légitimité démocratique. L'argument central en faveur de l'intégration supranationale repose sur l'efficacité. Décider plus vite, coordonner davantage, uniformiser les règles pour accélérer les échanges. Mais cette efficacité administrative a un coût politique. Plus les décisions sont prises loin du peuple, plus leur légitimité démocratique devient fragile. La Suisse a fait un choix inverse. Ralentir parfois la décision pour préserver le contrôle populaire. Ce choix peut sembler contraignant dans un monde accéléré, mais il repose sur une conviction fondamentale. Une décision lente mais légitime vaut mieux qu'une décision rapide imposée sans véritable consentement démocratique. La mémoire qui résiste à la centralisation. Les nations vivent aussi de leurs récits fondateurs. En Suisse, le serment confédéral agit encore comme une boussole politique. Il rappelle que la liberté ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode lorsque les peuples s'habituent progressivement à ne plus décider eux-mêmes. Cette mémoire explique la prudence helvétique face à toute structure institutionnelle qui limiterait durablement la souveraineté populaire. Elle n'empêche pas la coopération internationale, mais elle impose une condition claire. La coopération doit rester contractuelle, réversible et contrôlée par le peuple. Coopération ou dilution politique.
Le véritable débat n'oppose pas ouverture et fermeture, mais deux modèles politiques. Le premier privilégie l'intégration institutionnelle et l'uniformisation juridique. Le second repose sur des alliances contractuelles entre États souverains, conservant la maîtrise de leurs décisions essentielles. La Suisse incarne l'un des derniers exemples cohérents de ce second modèle. Elle démontre qu'un pays peut participer pleinement aux échanges économiques internationaux sans renoncer à son autonomie politique. Cette position dérange parfois, précisément parce qu'elle prouve qu'une autre voie reste possible. La souveraineté comme responsabilité collective. Rester souverain signifie aussi assumer seul les conséquences de ses choix. La démocratie directe suisse impose cette responsabilité permanente aux citoyens. Chaque votation rappelle que la liberté politique n'est pas un héritage passif, mais une charge active, exigeant participation et vigilance. Dans les systèmes où les décisions majeures sont prises à des niveaux institutionnels éloignés, cette responsabilité tend à se dissoudre. Lorsque personne ne décide réellement au niveau local, plus personne ne se sent véritablement responsable. Le futur, pression d'intégration ou affirmation du modèle helvétique. L'avenir des relations entre la Suisse et l'Europe dépendra d'un rapport de force politique autant que diplomatique. Les pressions pour une harmonisation institutionnelle accrue continueront d'exister. Mais la résistance démocratique interne restera forte tant que la population percevra cette intégration comme une perte de contrôle politique réelle. Trois trajectoires demeurent possibles. Intégration institutionnelle progressive, maintien renforcé de la voie bilatérale, ou émergence d'un modèle européen plus flexible inspiré du système helvétique. Quelle que soit l'issue, une certitude subsiste. La question de la souveraineté restera au cœur du débat politique suisse. Le serment toujours vivant. Plus de 7 siècles après les premières alliances confédérales, l'esprit du serment fondateur continue d'irriguer la politique suisse. Il rappelle que la liberté collective ne se conserve pas par inertie, mais par vigilance constante. Une nation ne perd jamais sa souveraineté en une seule décision spectaculaire. Elle la perd lorsqu'elle accepte progressivement que d'autres décident à sa place. La Suisse, par son histoire et par ses institutions, demeure l'un des rares États européens à avoir inscrit cette leçon au cœur même de son fonctionnement politique. Son exemple pose une question simple à toutes les démocraties contemporaines. Jusqu'où un peuple peut-il déléguer son pouvoir sans cesser d'être réellement souverain ?